Dans ce chapitre, après une brève introduction au contrôle des procédés, nous allons examiner quelques exemples simples pour démontrer son importance et réaliser sans s'en rendre compte qu'il est présent dans nos vies. Nous allons ensuite discuter de la structure générale d'une boucle de contrôle et motiver son utilisation. Avant de conclure le chapitre, nous allons examiner quelques exemples supplémentaires dans lesquels il existe plus d'une boucle de contrôle sur un même procédé. Dans la grande majorité des cours de génie chimique que vous avez eus jusqu'à présent, les procédés étaient analysés en supposant que le système ou le procédé opérait en régime stationnaire ou en régime permanent. C'est ce qu'on appelle en anglais « steady state ». En effet, dans tous ces procédés, nous avons fait l'hypothèse qu'ils opéraient en permanence à leur point de consigne, en espérant que ce soit le point de consigne optimal. Par contre, il faut réaliser que nous vivons dans un monde où tout bouge, où tout est dynamique. Donc, pour s'assurer que le procédé demeure autour de son point d'opération stationnaire, il faut utiliser des techniques de contrôle des procédés. C'est le but de ce cours. Le contrôle des procédés est une discipline étudiée et utilisée dans plusieurs domaines de l'ingénierie. On parle de génie alimentaire, génie chimique, génie électrique, métallurgique, mécanique, nucléaire et bien d'autres. Un ingénieur de contrôle doit posséder une bonne compréhension de tous les principes de génie chimique et de l'opération des procédés. Les ingénieurs chimistes qui sont spécialisés en contrôle des procédés sont très polyvalents et très recherchés par l'industrie. Contrairement à ce que certains pourraient penser, le contrôle des procédés n'est pas une spécialité pointue, mais bien une discipline essentielle à tous les ingénieurs de procédés. Le contrôle des procédés est important pour plusieurs raisons. Premièrement, il a un impact immédiat sur la sécurité et la fiabilité des équipements et des procédés. Deuxièmement, un bon système de contrôle permet de réduire la variabilité de la qualité des produits. Il permet aussi de maximiser la productivité et les performances économiques d'un procédé ou d'une usine, donc d'agir directement sur les profits. Comme exemple, prenons la fabrication du papier. Les clients exigent normalement une humidité du papier n'excédant pas une limite supérieure située entre 6 et 10 %. Si la variabilité de l'humidité du papier est relativement grande, il faudra alors opérer à une consigne plus faible pour s'assurer que l'humidité du papier ne dépasse pas la limite supérieure. En améliorant la qualité du contrôle de l'humidité, il sera alors possible de réduire considérablement la variance de l'humidité et ainsi obtenir un papier avec une humidité plus uniforme. Donc, s'il est possible de réduire l'ampleur des variations, il sera donc possible d'augmenter le point de consigne plus près de la valeur limite de l'humidité. Il sera alors possible d'augmenter les profits pour deux raisons. Premièrement, la quantité d'énergie nécessaire pour sécher le papier sera réduite. Et deuxièmement, comme le papier est vendu au poids, une plus grande quantité d'eau sera vendue au prix du papier. Dans les prochaines diapositives, nous allons étudier la structure d'une boucle de contrôle en considérant des exemples simples. Considérons un four utilisé pour augmenter la température d'alimentation TI à une température de sortie T0. Malgré les variations du débit d'entrée QI, nous souhaitons que la température de sortie T0 soit la plus près possible de sa valeur de consigne. Pour augmenter la température, une certaine quantité de carburant doit être brûlée. Le débit de carburant doit être ajusté pour satisfaire la demande énergétique de l'écoulement à travers le four. S'il n'y a aucune information disponible sur la température de sortie du four, la personne ou l'équipement qui dicte le débit de carburant n'a aucune idée de la qualité de son action. Elle ne peut qu'espérer que la température soit à la bonne valeur. On dit de ce système qu'il est en boucle ouverte. Pour permettre de bien contrôler la température de sortie du four, un instrument de mesure de température est ajouté. La mesure de la température à l'aide d'un thermocouple, par exemple, permet la comparaison de la température de sortie du four et la consigne
pour ainsi permettre l'ajustement de carburant pour atteindre la température désirée. Cet instrument de mesure est nécessaire au bon contrôle de la température. Puisque l'information sur la température du four est transmise à l'opérateur pour lui permettre d'ajuster le débit du carburant, on dit de ce procédé qu'il est en boucle fermée. Un type de contrôleur de température encore utilisé dans certaines maisons montre clairement la présence de deux capteurs de température. Un capteur mécanique sous la forme d'un serpentin pour indiquer la température et un autre serpentin métallique plus robuste, celui-ci, pour allumer ou éteindre la fournaise en faisant basculer la goutte de mercure sur les contacts électriques. Ce contrôleur est de type tout ou rien, connu en anglais sous l'appellation on-off. Le principe de fonctionnement des capteurs est très simple. Une augmentation de température du serpentin métallique le fera dérouler légèrement, ce qui permet d'indiquer la température ou d'agir comme comparateur-contrôleur. Un thermostat, celui-ci de forme circulaire, est aussi utilisé dans certaines maisons. Son principe de fonctionnement est identique, avec la présence d'un interrupteur au mercure. Prenons un exemple très simple. Lorsqu'on prend une douche, on désire ajuster à la fois le débit et la température de l'eau. Vous ouvrez normalement les deux robinets pour obtenir le débit désiré et vous attendez quelques instants pour que l'eau chaude provenant du réservoir arrive. Vous utilisez votre main comme capteur de température qui envoie un signal au cerveau qui agit comme régulateur pour changer le débit d'eau froide ou le débit d'eau chaude afin d'ajuster le débit et la température de l'eau de la douche. Le cerveau envoie un signal au bras qui agit comme actionneur pour pouvoir changer la position des robinets. Ce système de contrôle en boucle fermée agit durant toute la période de la douche au cas où une perturbation survienne. Voici un exemple génial de conception d'un ingénieur mécanique. Il y a un grand nombre d'années, et bien avant l'ère électronique, tous les contrôleurs devaient utiliser une action mécanique pour réguler un système. C'était le cas de la turbine à vapeur. On désire maintenir constante la vitesse de rotation de l'arbre qui a pour fonction de faire tourner un équipement comme par exemple une génératrice. Pour une augmentation du torque sur l'arbre causée par un changement de la demande, la vitesse de l'arbre aura tendance à diminuer. Comme la vitesse de l'arbre diminuera, les deux sphères métalliques, utilisées comme capteurs de la vitesse de rotation, seront soumises à une force centrifuge moindre et elles se rapprocheront. Le changement de position des sphères aura comme effet d'ouvrir la vanne d'alimentation de la vapeur pour admettre une plus grande quantité de vapeur et accélérer la turbine et ainsi augmenter la vitesse de rotation de l'arbre. Ce sera l'inverse si la demande de l'équipement branché sur l'arbre diminue. C'est ainsi que ce système de contrôle en boucle fermée cherche à maintenir constante la vitesse de rotation de l'arbre.